Si tu es un investisseur passif, sache qu'il y a 65% de probabilité que tu ignores complètement ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et sache que si tu l'ignores, cela veut dire que tout retour sur investissement que tu as réussi à te faire jusqu'aujourd'hui grâce à tes placements passifs n'a été que le résultat d'un pur hasard. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde tourmenté de crise, tu es si près de perdre la totalité de tes retours sur investissement, voire même ton capital initial. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que les investisseurs passifs professionnels font. Reste scotché. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud, investisseur et serial entrepreneur en Allemagne et en Europe. Bienvenue sur ma chaîne Wine Invest. Aussi, je te parle de business et entrepreneuriat autour du vin en te donnant des méthodes et des stratégies qui te permettront de réussir dans n'importe quel secteur d'activité. Alors, like la vidéo, partage-la autour de toi pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à mes vidéos édifiantes et surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. L'objectif de cette vidéo est de te permettre de bâtir une fondation solide avant d'entamer le chemin d'un investisseur passif. Et si tu as déjà entamé ce chemin, cette vidéo va te permettre de renforcer tes stratégies afin de te garantir davantage de plus-value. Dans le monde de l'investissement passif, un actif constitue une entité sur laquelle on va placer de l'argent et dont la valeur est supposée croître ou augmenter au fil du temps. Un investisseur passif professionnel va lui investir sur plusieurs classes d'actifs. Alors, il faut savoir qu'une classe d'actifs constitue ou alors regroupe plusieurs actifs qui ont plus ou moins le même rapport entre le risque d'investir sur cet actif et le taux de retour sur investissement que cet actif est supposé rapporter à un temps bien défini. Il existe bien évidemment plusieurs classes d'actifs. La première classe d'actifs constitue en la classe des actions. Une action constitue une part au capital d'une entreprise. Alors il faut savoir que les premières personnes à détenir des actions dans une entreprise vont bien évidemment investir de l'argent qui va être utilisé pour faire tourner cette entreprise qui au fil du temps va, selon ce qu'on attend, prendre de la valeur. Mais au fil du temps va aussi se générer un second marché. Un marché sur lequel des personnes qui détiennent déjà des parts au capital de cette entreprise ou bien qui sont déjà propriétaires des actions dans cette entreprise vont être prêts à céder ces actions ou bien ces parts à d'autres acquéreurs qui seront prêts à verser un peu plus d'argent afin que les premiers propriétaires puissent sortir du marché avec une plus-value. Mais c'est justement ce marché secondaire qui va être responsable de la haute volatilité et des hauts risques que court un investissement dans les actions. Parce que la décision de céder ses parts dans une entreprise va dépendre de beaucoup de facteurs, notamment les décisions qui sont prises sur le plan socio- et géopolitique dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une action un matin qui est cotée à 20 euros et qui en fin de journée ou alors le lendemain n'a qu'une valeur de 5 euros. La seconde classe d'actifs consiste aux dividendes. Une dividende est un prêt que tu accordes à une entreprise ou alors à un fonds d'investissement sur une période préalablement définie. Période au courant de laquelle te seront versés des intérêts de manière régulière et à la fin de laquelle te sera reversé ton capital initial ou alors on te proposera de réinvestir ton capital pour un second cycle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retours sur investissement des dividendes est bien inférieur qu'au retour sur investissement de manière générale des actions. Parce qu'on est ici dans un secteur, bien sûr, un marché qui court moins de risques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des investissements passifs, plus tu es prêt à prendre du risque, plus tu as des retours sur investissement plus conséquents. Vers le secteur des dividendes se dirigent des personnes qui ne sont pas prêtes à prendre de gros risques et qui pour cela sont prêtes à accepter des petits retours sur investissement. La troisième classe d'actifs consiste au cash. Oui, tu l'as si bien compris, le cash. Théoriquement parlant, stocker de l'argent peut constituer une source de revenus. Ça, c'est si on vit dans un monde où règne la déflation, c'est-à-dire que l'argent stocké quelque part prend de la valeur au fil du temps. Mais nous vivons dans un monde réel, un monde dans lequel règne l'inflation. Nous avons eu ces dernières 10 années un taux d'inflation de 2,6% par an en moyenne.
Et c'est pour ça que les personnes vont davantage éviter de stocker de l'argent dans des comptes courants. On va plus, du moins au pire des cas, stocker de l'argent ou investir de l'argent dans des comptes d'épargne, afin que les banques, peut-être à la fin de chaque trimestre ou à la fin de l'année, nous versent vraiment des intérêts qui sont presque négligeables. Aux États-Unis, on verra donc au fil du temps, les gens vont plus investir dans ce qu'on appelle des certificates of deposit, c'est-à-dire qu'on dépose de l'argent de manière, du moins à très court terme, auprès des entreprises qui vont nous reverser des intérêts sur le court terme. Un peu comme les dividendes, mais un peu plus sur des périodes un peu plus courtes. Mais une manière, du moins un secteur très courant, très connu aujourd'hui, c'est le secteur des échanges de monnaie. On investit dans les monnaies étrangères, ce qu'on appelle le forex. C'est-à-dire que j'ai du cash aujourd'hui, je l'investis pour acheter une monnaie étrangère qui a un taux intéressant par rapport à une autre monnaie. Du moins, je fais un échange de monnaie, je me crée des plus-values et je peux sortir de l'argent de manière rapide. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'argent, je peux rapidement vendre une monnaie puisque c'est un marché qui est extrêmement courant et je retire mon argent. La quatrième classe d'actifs, c'est l'immobilier. Oui, l'immobilier, on en parle sur toutes les plateformes, dans tous les réseaux, je sais que tu attends cela depuis. Alors, la plus-value de l'immobilier est basée sur la démographie. Sur la planète, on compte à peu près 7,9 milliards d'habitants et ce chiffre croît chaque année avec un taux de 1,7%. Cela veut dire que si on suppose que par maison, par appartement, on a maximum 5 personnes, il faudrait construire plus de 27 millions de logements par an, ce qui est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que la demande du logement augmente au fil du temps. De manière générale, dans les pays et continents hors de l'Afrique, l'investissement dans le secteur immobilier consiste à utiliser l'effet de levier au travers d'un crédit qu'on obtient auprès d'une banque. Mais ces banques, au-dessus de ces banques sont placées des banques centrales ou une banque centrale qui va dicter non seulement les volumes de crédits qui sont octroyés par ces banques, mais aussi les taux d'intérêt qui sont attachés à ces crédits. Et cela va bien évidemment impacter le nombre de personnes étant prêtes à obtenir un crédit auprès d'une banque pour financer un bien immobilier ou bien des biens immobiliers. Mais il y a aussi d'autres crises qui peuvent subvenir. En l'occurrence, la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine qui a impacté une grande partie du monde entier et qui a de manière significative influencé la disponibilité d'un bon nombre de matières premières dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la construction. Et une baisse de la disponibilité des matières premières traîne donc une hausse des prix des matériaux de construction. Cela va donc décourager un bon nombre de personnes qui seraient prêtes potentiellement à lancer des projets de construction. Mais d'un autre côté, ou bien alors de manière indirecte, ça pousse ou bien ça peut pousser à la hausse des prix des logements déjà existants. Par contre, si les banques décident, comme c'est le cas aujourd'hui, d'augmenter de manière significative les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers, cela peut entraîner une chute très rapide du cours de l'immobilier. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la valeur de l'immobilier, elle est basée sur une fondation assez solide qui constitue bien évidemment l'effet de la démographie qui est un effet plus ou moins sûr. Qu'à cela ne tienne, l'immobilier ou alors le coût de l'immobilier peut être soumis à une chute extrêmement importante. Et là, on parle ici des sommes d'investissement extrêmement importantes aussi en termes de centaines de milliers d'euros. Une perte de valeur de 10 voire 20% est une perte extrêmement importante. La cinquième classe d'actifs n'est rien d'autre que la classe des commodités. Alors les commodités représentent toutes les matières premières dont on a besoin pour fabriquer des produits finis, par exemple les métaux précieux, l'aluminium, le cuivre. Mais même si on va dans le secteur de l'agroalimentaire, on va parler par exemple du blé. Alors on est là dans un secteur ou bien dans une classe qui ne court pas de très gros risques. Certes, on a des fluctuations plus ou moins importantes, mais sur le moyen et long terme, on a une tendance plutôt progressive. Parce qu'on vit dans un monde où la consommation ne fait que croître. Primero, à cause des habitudes de consommation plus ou moins excessives, et secundo, à cause du nombre d'habitants qui ne fait que croître au fil du temps. La première erreur que beaucoup d'investisseurs passifs font, c'est d'investir dans une classe d'actifs parce qu'on a vu un proche faire le même type d'investissement. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en tant qu'investisseur passif, ta manière d'investir va dépendre premièrement de ton âge. Ce que tu dois comprendre, c'est que les proportions de ton capital dédié aux investissements passifs vont dépendre principalement de ton âge. Par exemple, dans le secteur des actions, tu dois investir au max un taux de ton capital qui est égal à la soustraction de ton âge du chiffre 100. Par exemple, si j'ai 50 ans, je dois investir au maximum 50% de mon capital dans les actions.
Ça veut dire que si par exemple j'ai 20 000 euros aujourd'hui que je décide d'investir de manière passive, je vais investir au maximum 10 000 euros dans les actions. Mais l'erreur qu'on voit beaucoup de personnes faire, on voit par exemple des jeunes, pas des jeunes, des gens qui ont 50, 55 ans, qui vont aller investir le même taux de leur capital chez Apple, chez Tesla, parce qu'on a vu des jeunes de 25, 30 ans investir le même taux de leur capital dans ces entreprises. Erreur fatale. Parce que tu dois comprendre que plus tu prends de l'âge, moins tu dois prendre des risques. La classe d'action est la classe d'actifs qui a le plus haut risque. Certes, ça garantit des réinvestissements forts. N'oublie pas, plus tu es prêt à prendre du risque, plus tu as les possibilités de faire des retours sur investissement extrêmement importants. Mais plus tu prends de l'âge, plus tu dois t'éloigner des investissements passifs à haut risque. Donc, on va quitter des investissements, par exemple, dans les actions pour aller vers des investissements en termes de dividendes, des investissements peut-être en termes de cash, comme je parlais par exemple du Forex. L'immobilier, c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps, mais on peut aller peut-être sur des commodités aussi parce que ça fait de moins en moins de risques, quoi. Mais beaucoup de personnes aussi, à partir de 50, 55 ans, on est peut-être plus sur voilà, des cash investments, certificate of deposit, excusez-moi, parce que ce sont là des investissements sur des très courts termes qui vont rapporter bien évidemment des plus-values. Aux États-Unis, par exemple, on a des personnes qui ont peut-être 20 000 euros et ils savent que bon, avec c'est une épargne qu'on s'est constituée par exemple pour s'acheter une voiture dans 2 ans, 3 ans. Et on s'est dit, bon, je vais l'investir dans quelque chose qui est sûr, quitte à ce que dans 2 ans, 3 ans, ce 20 000 euros me rapporte 2 000 euros et je suis quand même sûr que dans ce secteur-là, le risque en fait de perdre cet argent est tellement minime et je sais quand même qu'au pire des cas, je m'en sortirai de là avec une plus-value de 1 500 euros. Donc, première leçon, plus tu prends de l'âge, plus tu t'éloignes des classes d'actifs à haut risque. Et bien évidemment, c'est pour ça que beaucoup de personnes vont investir au fil du temps dans la 6e classe d'actifs que j'ai de manière intentionnelle évité de citer au départ. Et cette classe consiste bien évidemment en la classe des fonds spéculatifs. Ceci consiste à investir de l'argent dans des fonds qui sont gérés par des experts en termes d'investissement qui, eux, ne vont rien faire d'autre que de mettre premièrement sur pied une stratégie d'allocation d'actifs. Alors, l'allocation d'actifs, c'est bien évidemment ce que je viens d'expliquer. C'est de mettre une stratégie qui va définir quelle proportion du capital disponible on va investir dans les différents secteurs d'actifs. Ça peut être l'immobilier, ça peut être les actions, ainsi de suite. Mais généralement, beaucoup de ces experts qui gèrent des fonds spéculatifs vont aussi aller investir dans la bourse parce qu'on sait très bien que avant un certain nombre d'années, on doit garantir des retours sur investissement, certes minimes, mais on se crée de la plus-value en allant investir dans des secteurs d'investissement qui vont rapporter des gros plus-values, connaissant bien évidemment le risque, mais c'est ce risque et les plus-values que ça va nous rapporter qui vont nous permettre de donner une plus-value à nos clients en nous faisant nous-mêmes des plus-values. La seconde erreur, une erreur capitale que je vois la plupart des investisseurs passifs faire, c'est que dans la vision de vouloir diversifier les investissements en investissant effectivement dans plusieurs classes d'actifs, ils vont se retrouver en train d'investir dans des classes d'actifs qui, entre elles, ont une forte corrélation et surtout dans un sens. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? En 2020, la Citibank, qui est une banque privée américaine, avait publié un document qui montrait les corrélations entre plusieurs classes d'actifs, du moins les classes d'actifs les plus connues dans le monde entier. On avait là des chiffres qui variaient entre moins 1 et 1. Si entre deux actifs, j'ai une corrélation de 1, cela veut dire que si dans une classe d'actifs, j'ai une hausse du cours de 10%, cela entraînera automatiquement une hausse du cours de 10% dans la seconde classe. Si j'ai une corrélation de moins 1 entre deux classes, cela provoquera l'effet inverse. D'un côté, j'ai une augmentation ou bien j'ai une hausse du cours de 10% et de l'autre côté, j'ai une baisse du cours de 10%. Je pense que ici, tu commences déjà à comprendre un certain nombre de choses. Quand on est investisseur passif, on va certes investir dans plusieurs classes. On va attaquer des classes, par exemple, qui vont apporter des retours sur investissement extrêmement importants. Mais comme tu l'as compris déjà jusqu'ici, ce seront là des classes qui aussi ont des très gros risques. Et c'est pour ça qu'on va essayer de diversifier en attaquant d'autres secteurs ou bien d'autres classes d'actifs. Mais sauf que c'est justement là où il faut poser une stratégie extrêmement importante. Parce que certes, on doit poser des œufs dans plusieurs paniers, mais il ne faut pas mettre des œufs dans plusieurs paniers qui sont attachés à une seule corde. Parce qu'il ne suffit que de couper cette corde
pour perdre tous les œufs. Ce document de la Citibank montrait justement une corrélation de 63%, c'est-à-dire 0,63 entre le secteur, bien du moins entre la classe des actions et la classe de l'immobilier. Cela veut dire, si on fait un calcul très simple, on suppose même qu'on a une corrélation de 0,5, cela veut dire que si dans la classe des actions, on a une perte de 50%, dans le secteur de l'immobilier, dépendamment du pays ou du continent où on se trouve, on aura une baisse du cours de l'immobilier d'au moins 25%. Ce même document montrait une corrélation entre la classe des actions et la classe des fonds spéculatifs de 0,78% pour ne pas dire 80%. Je pense que tu as déjà compris jusqu'ici, la plupart des fonds spéculatifs vont attaquer la bourse, vont attaquer le secteur des actions. Eh bien, si jusqu'ici tu as décidé, tu t'es fait des très belles plus-values par exemple à la bourse et que tu décides d'investir ces plus-values dans un secteur qui a moins de risques, par exemple l'immobilier, il faut savoir qu'en investissant seulement dans l'immobilier, tu n'es pas très loin aussi de perdre de l'argent. Tu n'es pas très loin en fait du risque que tu as dans le secteur des actions. Parce que si tu investis dans l'immobilier et que tu restes dans le secteur des actions avec un très fort capital, il faut savoir que non seulement tu peux perdre ce capital si jamais on a une baisse significative dans cette classe d'actions, mais cette baisse entraînera aussi une baisse importante dans l'immobilier et tu perdrais justement beaucoup d'argent dans deux secteurs en même temps. Bien évidemment, il existe des classes qui sont plus ou moins découplées de ces systèmes conventionnels. C'est pour ça que je vais te parler de la septième classe, qui est la classe des objets d'art, des objets de valeur. Parce que dans ce même document de la Citibank, on avait une corrélation entre le marché des actions, la classe des actifs, et la classe des objets d'art de 0,13%. 0,13. Donc, on n'est pas de 0,13%, excuse-moi, de 13%, non 0,13. On est là, très loin des corrélations entre la classe des actions et de l'immobilier qui tourne autour de 0,63 ou alors entre la classe des actions et les fonds spéculatifs qui tournent autour de 0,8, donc 80%. Mais ce même document montrait aussi une corrélation entre les objets d'art et l'immobilier de 2%, donc de 0,02, et une corrélation entre les objets d'art et les fonds spéculatifs de 0,05, donc 5%. Ceci démontre bien évidemment que nous sommes là dans un secteur qui est plus ou moins découpé des autres investissements passifs. Mais je ne te demande pas ici de porter la totalité de ton argent que tu as par exemple en bourse ou bien que tu comptais investir dans l'immobilier pour l'investir uniquement dans le secteur des objets d'art ou des objets de valeur. Parce qu'il faut savoir que dans ce système de corrélation, il existe une réciprocité. Si une baisse significative dans le marché par exemple des actions n'entraînera pas une baisse importante dans le secteur des objets d'art, il faut aussi savoir qu'une baisse significative dans le secteur des objets d'art n'entraînera pas une baisse importante dans le secteur des actions. Donc, si j'ai investi massivement de l'argent dans le secteur des objets d'art et que ce marché fait face à une baisse significative de, par exemple, 70%, l'investissement qu'on a fait dans le secteur des actions ou dans le secteur de l'immobilier est plus ou moins sauvé. Mais regardons bien ce marché des objets d'art, des objets de valeur en profondeur. Quand on regarde ce même document de la Citibank, on voit qu'on a une corrélation entre plusieurs types d'objets d'art qui varient entre 0,7 et 0,9. Cela montre que cette classe a un facteur commun et ce facteur commun consiste aux clients fortunés. C'est un marché qui est courtisé par des personnes fortunées en termes de millions et de milliards de dollars. Et bien c'est justement ça qui fait la clé de ce marché. Parce que le nombre de millionnaires et de milliardaires en dollars ne fait que croître. On a une croissance sur ce secteur de plus de 11% en moyenne ces dernières 6 années. Ceci veut dire que si on investit dans des objets de valeur qui deviennent rares au fil du temps, on aura une augmentation de la valeur de ces objets de manière exponentielle. Parce qu'au fil du temps, on aura de plus en plus de personnes qui aimeraient mettre la main sur ces objets. Et ce sont là des personnes qui sont fortunées, qui sont prêtes à mettre le paquet pour pouvoir avoir la main sur ces objets. J'ai déjà eu à le dire dans une de mes dernières vidéos que j'ai moi-même investi dans une classe de ces objets-là qui est la classe des vins fins. C'est un secteur qui m'a rapporté 175% de plus-value nette passivement en seulement 4 ans et demi. J'aurai dans les prochaines vidéos à parler bien évidemment de manière exclusive de ma formation que je prépare
dans ce secteur. Pour t'en dire plus, il y a un document qui montre, ou bien plusieurs documents qui montrent, comme on peut le voir sur cette image, que par exemple, si on prend l'année 2020, pendant qu'on avait une baisse significative sur les marchés boursiers conventionnels, en l'occurrence le DAX, qui représente les plus grandes entreprises en Allemagne, ou alors le Financial Times, Stock Exchange, FTSE et bien d'autres, on avait une très légère baisse dans le secteur des vins fins. Et même plus tard, dans cette même année, en 2020, quand on a eu aussi d'autres baisses extrêmement importantes sur les marchés conventionnels, on a eu une augmentation dans le secteur des vins fins. Quand je parle de l'indice des vins fins ici, je vais beaucoup plus me référencer sur le LifeX Fine Wine 100. Il s'agit ici d'un indice qui représente les 100 vins les plus tradés au monde. Mais attention, quand je parle ici des 100 vins, je ne parle pas de château X ou de château Y, je parle ici de château X 2000X. C'est-à-dire que un château peut être très reconnu, mais ne va pas vendre ses vins chaque année de la même manière. On peut avoir, par exemple, des conditions climatiques qui vont pousser à avoir une très belle, des très beaux raisins pendant une certaine année qui vont nous permettre de faire un très bon vin. Et c'est cette année-là, de ce château-là, de cette maison-là, que les gens vont chercher dans 5, 6, 7 ans. Et si tu regardes d'autres années, par exemple l'année 2021, comme sur cette image, tu vois que l'investissement dans le secteur des vins fins te rapporte en moyenne un retour sur investissement de 20% par an. J'ose croire que tu viens de découvrir au travers de ces chiffres un secteur extrêmement important, méconnu par une grande partie du monde entier, mais qui regorge de potentiel extrêmement puissant. Eh bien écoute, dans d'autres vidéos, j'aurai l'occasion de t'en parler davantage. J'ose croire aussi que cette vidéo t'a appris un bon nombre de choses et que cette vidéo te permettra d'éviter certaines erreurs extrêmement fatales dans le secteur passif. Je donne rendez-vous à mes prochaines vidéos. Jusque-là, ciao.